Diverses contre les journalistes et le média ont été enregistrées, dont les nouveaux rapports des journalistes en danger JED rendu public c'est mardi dès novembre 2021 intitulé « Mauvais temps pour la presse en République démocratique du Congo ». Suivez. Dans son rapport annuel 2021 intitulé « Mauvais temps pour la presse en République démocratique du Congo », publié en marge de la Journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes célébrée ce 2 novembre, l'ONG Journalistes en danger JED parle d'au moins 110 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias. Ainsi, 3 ans après son accession au pouvoir et en dépit de ses nombreuses promesses faites à la presse, le nouveau pouvoir n'a pas toujours si lancé de signaux forts en faveur de la liberté de la presse. À ce jour, aucune action de grande envergure n'a été prise, ni sur le plan politique, ni sur le plan judiciaire, non plus sur le plan sécuritaire en faveur de l'exercice du métier de journaliste, révèle JED dans son rapport. Tivis Tivwadi est secrétaire général de JED. Les chiffres et les statistiques des atteintes à la liberté de la presse qui sont toujours en hausse. Cette année, il y a eu, comme on l'a dit, au moins 110 cas d'attaques diverses contre les journalistes que nous avons enregistrés avant d'envoyer notre rapport à l'imprimerie il y a une semaine. Mais je vous dis tout de suite que depuis, nous avons pu avoir d'autres cas, au moins près d'une dizaine d'autres cas qui nous ont été rapportés, donc qui ne se trouvent pas dans notre rapport. Les chiffres que nous donnons donc sont simplement à titre indicatif pour montrer parfois l'ampleur des atteintes ou des attaques dont sont victimes les journalistes. Mais derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qui souffrent ou qui ont souffert dans leur chair et dans leur sang. Ce sont des journalistes qui ont été arrêtés, battus, menacés de mort et parfois contraints d'abandonner leur famille pour vivre dans la clandestinité et ainsi échapper à la mort. Vous entendrez aussi leurs témoignages. Derrière ces chiffres se trouvent aussi des familles profondément éprouvées par la mort ou la disparition de leurs êtres chers, qui étaient des journalistes. Pour cette année, comme on a dit, il y en a eu au moins 4 journalistes tués ou portés disparus. Dans ce rapport, donc, nous allons nous efforcer aussi de donner les tendances. Comment évolue la situation de la liberté de la presse dans notre pays aujourd'hui par rapport à hier. Et puis, dans son message dans le cadre de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, le secrétaire général de l'UNESCO appelle la communauté internationale à être solidaire des journalistes dans le monde entier et de faire preuve de volonté politique nécessaire pour enquêter sur les crimes commis contre les journalistes et les professionnels de médias et pour en poursuivre les auteurs avec la plus grande fermeté. Reportage. Il y a 8 ans, le 2 novembre 2013, les journalistes de la Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, étaient assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. En leur mémoire et en hommage à tous les journalistes tués dans l'exercice de leur métier, l'ONU a décrété le 2 novembre comme la journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre le journaliste. Ainsi, dans le cadre de cette journée, l'UNESCO rend hommage au travail des journalistes tués de l'exercice de leur métier et demande que justice soit faite pour les crimes commis à leur encontre. L'an dernier, d'après l'UNESCO, 62 journalistes dans le monde ont été tués à raison de leur travail. L'impunité pour le meurtre des journalistes est extrêmement élevée. Près de 9 cas sur 10, selon l'UNESCO, restent impunis. Si beaucoup ont perdu la vie en couvrant un conflit, le nombre de professionnels de médias tués en dehors des zones de conflit a augmenté ces dernières années. Les crimes contre les journalistes ayant une influence énorme sur la société tout entière, la pandémie de Covid-19 et la pandémie parallèle des désinformations ont montré que l'accès aux faits, aux informations scientifiques était une véritable question de vie ou de mort. Lorsque l'accès à l'information est menacé, c'est la démocratie et l'état de droit qui sont ébranlés. Ainsi, l'UNESCO demande aux États membres et à la communauté internationale
d'être solidaire des journalistes dans le monde entier, aujourd'hui comme chaque jour, et de faire preuve de la volonté politique nécessaire pour enquêter sur les crimes commis contre les journalistes et les professionnels de médias et pour en poursuivre les auteurs avec la plus grande fermeté. Dans un tout autre chapitre, la réalisation de la centrale hydroélectrique des Sombwe autour du parc de Lupemba a-t-elle une incidence négative sur les écosystèmes? C'est à cette question qu'a été soumis le directeur général de l'ICCN qui était ce mardi 2 novembre 2021 devant la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement de l'Assemblée nationale. Gisèle Etoko pour le plus amples détails. Nous avons invité le DG de l'ICCN parce que nous voulions en tant que représentation nationale avoir des éclaircissements sur la localisation du projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique, celle de Sombwe, aux environs ou autour du parc de Lupemba. Vous l'avez suivi certainement dans la presse. Il y a beaucoup d'eau qui est en train de couler sous les ponts au sujet de la réalisation de cette centrale. Il y a des langues qui se délient en disant que la réalisation de cette centrale poserait problème dans le parc de Lupemba. Et donc ça a une incidence négative sur les écosystèmes. D'autres disent non, c'est pas vrai, le parc est en dehors de la réalisation du projet et donc ça ne poserait aucun problème. Bon. Pour nous permettre de nous faire de la lumière, il fallait absolument inviter les spécialistes en la matière, qui est l'UCCN, qui gère en fait l'ensemble des parcs nationaux. Il nous a répondu à cette question. Il fallait aussi absolument savoir ce que la réalisation de cette centrale hydroélectrique pourrait avoir comme impact socio-économique et environnemental autour des populations riveraines. Là aussi, nous avons été satisfaits des réponses que le directeur général de l'ICCN vient de nous donner. Il en a profité, comme il vient de vous le dire lui-même, il en a profité pour informer la représentation nationale, la commission de l'environnement, sur sa nouvelle stratégie de pilotage de l'ICCN. République démocratique du Congo, aviation civile. Le ministre des Transports, Voies, des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, a lancé le lundi 1er novembre la session des sensibilisations sur l'audit de supervision de la sécurité. Nancy Ileka assigne ses reportages. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chéribin Okende Senga, a procédé le lundi 1er novembre au lancement de la session de sensibilisation sur l'audit de supervision de la sécurité CMA-ISOAP à l'intention des experts de l'autorité de l'aviation civile et de la régie des voies aériennes RVA. Présidé par Jean-Claude Wafo, expert africain en aérodrome, ces travaux vont permettre aux acteurs de l'aviation civile d'être à niveau et de préparer l'audit de l'organisation de l'aviation civile internationale par ces experts qui seront en RDC du 31 août au 12 novembre 2022. La République démocratique du Congo, qui affichait 51% de taux de réalisation de normes internationales lors du dernier audit en novembre 2018, veut dépasser la moyenne mondiale de plus de 80%. Tel est le vœu du ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Pour atteindre cet objectif, Chéribin Okende Senga a donné les orientations claires aux experts pour qu'à l'issue de ces travaux, la République démocratique du Congo soit prête avec des experts qui reflètent ce grand pays. Aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, la République démocratique du Congo veut aller loin. Dans ce domaine particulier de la supervision, de la sécurité, dans notre monde de l'aviation, plus que jamais, nous avons une volonté politique implacable, exprimée par le chef de l'État lui-même. Plus que jamais, nous sommes motivés à aller de l'avant pour relever les nombreux défis qui sont les nôtres, car nous sommes fatigués, révoltés même de compter la République démocratique du Congo comme un pays dont le ciel est un trou noir. Ouvert le lundi 1er novembre, ces travaux vont se clôturer le mercredi 3 novembre prochain avec des recommandations importantes.
Retour à présent sur la mission officielle de la ministre de Mines, Antoinette Samba, à Kalambaye, aux Émirats Arabes Unis et en Belgique. À Dubaï, la ministre de Mines a participé aux activités de l'exposition qui vont s'étendre pendant 6 mois. Et la journée du 22 mars 2022 sera dédiée à la République démocratique du Congo, des assises qui se tiennent autour de 3 thèmes, à savoir la mobilité, la durabilité et l'opportunité. Regardez. La délégation du ministère des Mines a séjourné du 10 au 20 octobre 2021 à Dubaï. Cette équipe que conduisait la patronne des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a participé aux activités de l'exposition qui vont s'étendre pendant 6 mois. La journée du 22 mars 2022 sera dédiée à la RDC. Au total, 192 pays participent et chacun d'eux offre les meilleurs de son art, son architecture, sa science, sa technologie, sa cuisine, sa richesse, bref, ses potentiels et son savoir-faire. Ce forum mondial constitue un cadre de concertation, un lieu de rencontre, de travail, de signature des accords, mieux un rendez-vous du donner et du recevoir. Ces assises se tiennent autour de 3 thèmes, à savoir la mobilité, la durabilité et l'opportunité. En outre, les maîtres mots qui orienteront les activités de ce forum. Sur l'exposition, les différents pays sont regroupés selon les 3 zones correspondant au thème de l'exposition. Chaque jour qui se passe, les délégations y défilent pour des rencontres et des échanges utiles. Le pavillon de la RDC implanté dans le strict des opportunités, le pays fait valoir sa faune et sa flore en présentant les espèces rares et sa forêt équatoriale, la 2e grande forêt après celle d'Amazonie au Brésil. Cette forêt équatoriale représente une grande réserve des écosystèmes de la planète avec sa tourbière qui contribue énormément à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi la 5e puissance mondiale en biodiversité. On y trouve la classe moyenne, les œuvres d'esprit, l'agriculture, la musique, la tradition culturelle, ainsi que le stand du ministère des Mines où sont exposés de la documentation des cartes géologiques, des gîtes, des minéraux et des échantillons de roches, des minéraux et minéraux qui émerveillent tout visiteur. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a honoré de sa présence à cette expo par la participation à la conférence organisée par Global Business Forum Africa où il était invité spécial le 13 octobre. Grâce à la vision du chef de l'État, les hommes d'affaires des Émirats Arabes Unis ont échangé et signé des protocoles d'entente et des accords au stand dirigé par l'ANAPI. La ministre Antoinette Samba Kalambaye, ministre des Mines, aux côtés de quelques ministres, des directeurs généraux ainsi que des membres de la FEC, ont interagi avec des investisseurs pour les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Changeons de chapitre pour parler santé à présent. Lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, insiste sur le respect des mesures barrières prises par les autorités congolaises. Suivez. Nous sommes passés fin juin à une moyenne d'occupation de lits Covid dans les hôpitaux de 80%. Une moyenne d'occupation des lits en réanimation autour de 90%. Et actuellement, nous sommes à moins de 5%. Mais fort de ces actes, le gouvernement préfère maintenir les mesures pour protéger les populations. Parce que nous venons d'avoir la rentrée scolaire avec plus de 22 millions d'enfants qui ont repris les classes. Donc, c'est en ce moment où il y a une grande circulation de la population, en ce y compris les enfants, que les risques peuvent survenir. Nous avons des acquis, d'autres pays à travers le monde ont des cas qui montent. Pour préserver les acquis, il faut maintenir les gestes barrières. C'est une période d'observation qui nous permet de voir cette stabilité de la baisse durer en longueur. Et surtout, au niveau international, on craint une 4e vague. Le couvre-feu a encore toute sa place jusqu'au moment où nous serons sûrs que la maladie a fortement régressé dans notre pays. La situation d'instabilité qui sévit dans la province du Sankourou suscite la réaction du président de la Ligue nationale des Anamongo, Barthélémy Okito, appelle à une décision forte afin de débloquer la gestion de cette province pour son décollage. Par ailleurs, Barthélémy
Okito appelle à faire confiance à l'équipe Kadima Deni à la CENI pour éviter les blocages. Il a dit à Pauline Mboyo et Lola Akinyamba. Face à la situation qui sévit de la province du Sankourou, avec la destitution par l'Assemblée provinciale du gouverneur non investi Joseph Stéphane Mukumadi, le président de la Ligue des Anamongo Barthélémy Okito appelle à une décision forte du ministre de l'Intérieur, même du président de la République, afin de débloquer la gestion de cette province en vue de son développement. En tant que président de la Ligue des Anamongo, moi j'ai reçu le président de l'Assemblée Olamba, qui est venu chez moi. Je lui ai demandé, investissez d'abord le gouverneur. Ne fût-ce que 2-3 jours. Il n'a jamais été investi. Ça, c'est un de deux. Dernièrement, ils ont mis un bureau d'âge. Ils ont été appelés à Kinshasa. Nous les avons conseillés d'aller travailler ensemble. Je constate malheureusement, ils ne sont pas disposés à travailler ensemble. Moi, je crois, à la ligne où vont les choses, il faut qu'au ministère de l'Intérieur et même à la présidence de la République puisse examiner sans complaisance ces dossiers du Sankourou et dire ce qu'il faut réellement faire. Parce que ils sont passés par nous, partout. Moi, je crois qu'il faudra qu'on y examine, voir les textes, ce qu'il faut faire, parce qu'il faut finalement que les Sankourou puissent fonctionner. Et au sujet du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante présidée par Denis Kadima, Barthélémy Okito, président de la LINA, qui estime qu'il faut que les choses avancent pour éviter le blocage, appelle à faire confiance à cette équipe. Comme Fachi Beton a déjà signé et investi à la Cour constitutionnelle, les Français disent qu'il faut faire avec. Vous savez, le président de la CENI, Kadima, c'est un expert. S'il faut reprendre ce que Bemba a dit, le président Bemba, il est là, il est investi. Impliquons-nous à amender la loi, si on a des présomptions. Et puis, moi j'ai vu Nanga, Luamba, on a proclamé Fachi Beton. Vous savez, c'est aussi ces problèmes-là. Moi je crois qu'il ne faut pas que nous soyons distraits. Les carottes sont cuites. Ils sont déjà installés. Je vois, j'ai même un jeune, là, le bienvenu Ilanga. Ce sont des garçons avec probité morale et les autres. Donc, faisons-les confiance. Et puis sachez que le Front commun pour les Congo, FCC, reste un et indivisible, indique India Oumari, cadre du PPRD, au sujet justement de la question de la désignation de membres de la centrale électorale et au sujet de la marche projetée par le bloc patriotique dirigé par Martin Fayoulou Madidi. Suivez. Alors que certains présidents de partis et regroupements politiques du Front commun pour le Congo désavouent et retirent leur confiance à la cellule de crise du Front commun pour le Congo, India Oumari, cadre du PPRD, indique que le regroupement politique de l'ancien président Joseph Kabila est en forme. Je ne sais pas, le FCC est en forme. Au moment où nous sommes en train de tailler bavette avec toi, la réunion de président, en fait, de toute la réunion de conférence des présidents du regroupement FCC est en ligne. Donc ils sont là et tout le monde est là et a accepté présent à cette réunion et ils sont en train d'aborder sur l'ensemble des questions. Non, le comité, je vous dis tout à l'heure, la réunion est présidée par l'ancien ministre Raymond Tchibanda, qui est présentement en pleine réunion. Donc il n'y a rien. Qu'en est-il de la désignation des membres du FCC à la CENI? Ce cadre du PPRD répond. Nous avons déjà donné une conclusion. On ne peut pas entrer dans une CENI qui sont
non indépendante. Mbosso nous a dit que non, la CENI est non indépendante. Alors comment on va aller? Nous vous avons déjà dit, il peut être nommé, il peut être installé, mais il ne va pas arbitrer le match en 2023. Donc ça, c'est certain. Il ne va pas arbitrer. Deuxièmement, il y aura l'alternance en 2023. En 2024, vous allez assister au deuxième sénateur à vie dans notre pays. Voilà. C'est ça les deux choses qu'il faut retenir. Prenez la date d'aujourd'hui. Kadima ne va pas arbitrer cette match. Ils vont arriver à faire les rétropédalages. Bientôt. Nous sommes dans un principe politique. Les alliances se font et se défendent. Et même se refondent plus tard. Donc, restons dans cette... Aujourd'hui, on ne voit pas très mal, on ne voit pas d'inconvénient de rencontrer, au fait, nous parlons le même langage avec la Mouka, avec l'église catholique, avec l'église, au fait, SCC. Donc, à l'appel de deux églises qui sont pratiquement nos bergers. Nous ne pouvons que suivre. Deli Sesanga, initiateur et président du parti politique Envol, vient d'officialiser son départ de cette plateforme. À en croire son secrétaire national adjoint chargé des partis politiques et mouvements citoyens Pistis Mutemba, le manque du consensus dans la désignation des animateurs de la CENI, aussi dans la loi électorale, serait à la base de son retrait à l'Union sacrée. Initiateur du parti politique Envol, Deli Sesanga vient d'officialiser son départ de l'Union sacrée pour la nation, un départ motivé par l'absence de consensus, entre autres dans la désignation des animateurs de la CENI, de la loi électorale, aussi bien dans le processus du recensement de la population. Pistis Mutemba est secrétaire national adjoint chargé des partis politiques et mouvements citoyens. Déjà de prime abord, il faudra signaler à l'opinion nationale que l'Envol, la voie du changement, a milité aux côtés de ses partenaires du G13 pour trouver un consensus sur les réformes à 4 niveaux. Les réformes sur la CENI, les réformes sur la loi électorale, la révision constitutionnelle et enfin le processus d'identification des électeurs. Alors ce sont ceux-là les points fondamentaux qui ont milité à ce que notre famille politique s'y retrouve au sein de l'Union sacrée pour baliser, bien évidemment, la voie pour les élections crédibles, transparentes, apaisées, mieux que celles de 2006 et de 2011. Fort est notre déception et de constater que lors de nos travaux du comité national, de constater que ces points fondamentaux qui nous ont poussé à être dans l'Union sacrée, l'Union sacrée en elle-même s'éloigne dangereusement. Et ces points fondamentaux qui nous ont poussé à être au sein de l'Union sacrée, bien évidemment. Alors, le comité national, lors de ses travaux, a décidé à prendre une décision courageuse de revenir sur ces principes. Parce que, vous savez, l'Envol milite pour des principes, de valeurs et des réformes. Alors, lorsque les éléments sur lesquels qui nous ont convaincus à être membres de l'Union sacrée ne sont plus tenus avec un respect des engagements, bien évidemment, le comité national a décidé de proposer au président national notre retrait au sein de l'Union sacrée. Une décision prise loin de positionnement politique, indique Pistis Mutemba. Ce qui nous donne, à force de prendre cette décision courageuse, n'est pas une question politico-politicienne, n'est pas une question de combat de positionnement, mais comme je l'ai dit ici tantôt, c'est un combat de principe. La défense des intérêts du peuple congolais dans la réforme consensuelle de la loi électorale reste la seule mission assignée par l'Envol de Deli Sesanga. Parlons à présent du lancement officiel le dimanche 31 octobre de l'Asbel Ngabakale, une association des Yakoma dans la province du Nord Ubangi, notamment c'est des Bima, Ngembere et Kassi dans le but de booster le développement de l'aire contrée. L'hôtel La Fleur situé dans la commune de Kassavubu a servi des cadres à cette activité, nous dit Nadine Tchotchugombo dans ses reportages. Bambi ba ici. Atuti ti français go ala me nganga ba ala ngada ala me nganga so popo ba so da.
Désormais, les Ngbandi du territoire de Yakoma, notamment ceux de Bira, Gembere et Kassi, peuvent compter sur l'association sans but lucratif Ngbakale pour son développement. Ngbakale a pour mission première la promotion et la consolidation de la fraternité entre communautés Bira, Gembere et Kassi ayant un centre en commun, mais aussi promouvoir l'éducation, le développement rural et durable, l'agriculture et surtout le transport et infrastructures sanitaires. À la cérémonie du lancement de leur association, les ressortissants de Yakoma, en passant par leur autorité coutumière, ont émis le vœu de voir Ngbakale émerger et concrétiser ses objectifs à court et à long terme. Prenant la parole, le président du comité d'organisation, Maître Poma Alamubanga, a exhorté les membres à s'armer de patience car le plus dur reste à venir. Maître Poma a par ailleurs déploré l'absence de Yakoma dans différents projets de développement du gouvernement central. Avant, Ngbakale était juste une organisation d'entraide entre ses membres. Mais maintenant, nous voulons donner une autre orientation à Ngbakale. Les souffrances de nos parents, de nos frères et sœurs à l'intérieur du pays nous interpellent. Et nous avons pensé qu'il était opportun, qu'il était indiqué de faire quelque chose pour soulager tant soit peu les souffrances de nos parents, en commençant par de petites actions, en les associant. On ne peut pas faire quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Pour se développer, il faut concourir avec tout le monde. Nous voudrions utiliser les communautés locales, les moyens qui sont sur place. Nous allons mobiliser toutes nos compétences pour voir comment on peut procéder pour rendre la vie agréable chez nous. Fifi Vundu, membre influent d'Ngbakale, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes un maillon comme toutes les associations de la République démocratique du Congo qui forment la chaîne de valeur pour le développement, et nous voulons avec notre association aider nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays pour pouvoir se développer, qui fait partie de la société civile. Nous voudrions quand même faire entendre nos voix pour que les autorités du pays puissent penser à notre espace Ngbakale, parce que nous sommes lésés. Notez que le siège social d'Ngbakale se trouve dans la ville de Gbadolité avec une représentation à Kinshasa sur l'avenue Boussou-Djano, numéro 100. En société, les habitants du quartier Kingabwa, après la pluie qui s'est abattue dans la capitale lundi, a eu droit à une eau de la Régie des eaux de très mauvaise qualité de par sa couleur même, comme nous le démontrent les images prises par Florie Mbenga ce mardi 2 novembre 2021 dans l'un des robinets de ces quartiers de Kinshasa. Reportage. Alors que l'eau est censée être incolore, inodore, voilà l'eau qui a coulé dans les robinets des habitants de Kingabwa Koet après la pluie qui s'est abattue dans la capitale le lundi 1er novembre 2021. Une eau trouble, de couleur jaunâtre, impropre à la consommation. Les habitants de Kingabwa dans la commune de Limete s'en est plein. Cette eau colorée a semé la panique dans de nombreuses familles. Dans d'autres robinets, l'eau a même coulé avec des déchets. Face à cette eau, visiblement non potable, certains consommateurs se sont rabattus sur les sachets et les flacons d'eau en vente à Kinshasa pour consommer. Alors, plusieurs questions hantent les esprits. Est-ce des problèmes techniques au niveau de la Régie des eaux qui a perturbé la desserte en eau suite à cette forte pluie de lundi? En tout cas, de réponses ne pourront provenir que de cette entreprise de distribution d'eau. Rappelons que l'accès à l'eau est un droit que doit garantir tout État à ses habitants. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.